La veille et l'innovation. Joseph Schumpeter décrit l'innovation comme ce qu'on peut qualifier de moteur de système capitaliste. Selon ce célèbre théoricien, l'entrepreneur innovateur crée de la richesse par un processus qui est permanent de création, de destruction et de restructuration des activités économiques. Le fameux concept de destruction créatrice. Bien que les vertus de cette destruction créatrice soient aujourd'hui assez contestées par certains économistes, l'innovation participe incontestablement à la croissance de l'entreprise en lui conférant un avantage assez compétitif et différenciant. Dans un environnement économique et technologique qui est en constante évolution, être en mesure et demeurer innovant s'avère aussi nécessaire que difficile. Si on prend l'exemple de Nokia, Yahoo, Hewlett Packard, etc., nombre d'entreprises qui sont pourtant très réputées pour leur créativité n'ont pourtant pas su se renouveler en dépit des moyens colossaux créés et consacrés à leur R&D. Pratiquer une innovation permanente, ça reste quand même un défi pour toutes ces entreprises. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment innover et rester innovant. Une entreprise innovante, c'est une entreprise qui introduit des pratiques, des usages, des produits ou alors des services nouveaux sur son marché. Pour y parvenir, il faut impérativement maîtriser son environnement, à savoir son marché, ses clients, ses concurrents, leurs offres et le contexte global dans lequel se déroulent les activités. Il s'agit également de détecter les tendances et les usages créateurs d'opportunités commerciales et de nombreux relais de connaissances. Cette surveillance globale s'opère par le biais de la veille stratégique, l'un des piliers de l'intelligence économique. Alors, on va faire un petit rappel de la définition de l'intelligence économique. L'intelligence économique, EI, se définit comme le processus de collecte, d'analyse, de valorisation, de diffusion, de protection de l'information économique, stratégique. On peut considérer que ça se décompose en trois volets. La veille stratégique, la gestion des connaissances, knowledge management, qui repose sur un véritable management du cycle de l'information. La protection du patrimoine matériel et informatique, de l'organisation contre, par exemple, le vol, la perte, le sabotage, la destruction, etc. L'influence, c'est-à-dire l'action exercée par une organisation sur les perceptions de l'opinion publique et ou de décideurs politiques et institutionnels afin d'orienter leurs décisions dans le sens de ses intérêts. L'influence intègre mais ne se limite pas aux activités de lobbying. Alors maintenant, on va faire un rappel de la définition de l'information stratégique. Donc l'information stratégique, IS, c'est une information qui contient une valeur économique dont l'importance peut remettre en question ou orienter la stratégie d'une organisation, d'une entreprise ou d'un État. La partie qui est innovante, donc innovation, les concepts clés de cette vidéo s'attachent à présenter les concepts clés de l'innovation d'entreprise. La partie rôle de la veille stratégique de l'innovation explique le rôle fondamental que joue la veille stratégique dans l'effort d'innovation de l'entreprise. Donc, stratégie et management de l'innovation, mais qu'est-ce qu'on entend par innovation? Pour l'Organisation de la coopération et du développement économique, OCDE, l'innovation, c'est la mise en œuvre d'un produit, ça peut être un bien ou un service, ou alors d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise. L'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures OCDE et Eurostat en 2005. L'OCDE distingue l'innovation de produit, l'innovation de procédé, l'innovation de commercialisation et l'innovation d'organisation. On va prendre chaque type un par un. Donc, l'innovation de produit, ça correspond à l'apparition des produits ou de nouveaux services. Soit parce qu'ils n'existaient pas auparavant,
soit parce qu'il présente de nouvelles caractéristiques techniques, composants, matériaux, logiciels intégrés, etc. ou crée de nouveaux usages. L'innovation de procédés, elle, réside dans le développement de l'amélioration d'une méthode de production, utilisation de nouveaux procédés, de nouveaux équipements ou logiciels, etc. ou de distribution, transformation ou amélioration de la chaîne de logistique de l'entreprise. L'innovation de commercialisation, ça introduit de nouvelles méthodes de vente qui visent à ouvrir de nouveaux marchés ou à renforcer le positionnement de l'entreprise vis-à-vis de celui de ses concurrents. L'innovation d'organisation, ça met en œuvre de nouvelles méthodes optimisant le processus et les procédures de l'entreprise ou améliorant les interactions avec les tiers, fournisseurs, clients, partenaires et bien d'autres possibilités. L'innovation, c'est donc ni l'invention, donc création de quelque chose qui n'existait pas auparavant, ni la R&D, production et acquisition de connaissances nouvelles. Elle peut revêtir différentes formes, mais ça va toujours dans le sens du progrès. Il s'agit de faire mieux qu'avant, de faire autrement, de faire autre chose, de faire moins cher, de faire plus vite, ou tout cela en même temps. En définitive, innover, c'est réfléchir et agir d'une manière inédite et novatrice. 4 types d'innovation. L'entreprise pratique 4 types d'innovation. L'innovation incrémentale, ou dit continue. Elle consiste à perfectionner un produit ou un service existant dans une logique d'amélioration continue. C'est par exemple le cas de Volkswagen, qui propose régulièrement de nouvelles versions de sa Golf, celui de Samsung, qui développe constamment son Samsung Galaxy, ou encore Apple, qui enrichit en permanence les fonctionnalités de son iPhone. L'innovation adjacente. On peut prendre par exemple l'exemple du post-it. Il s'agit d'introduire un produit ou une technologie déjà existante sur le marché en lui attribuant un nouveau usage. L'innovation de rupture, disruptive. Un produit ou un service qui existe déjà est proposé dans une version simplifiée, de moindre qualité, à un tarif qui est bien sûr inférieur. Il est ainsi rendu plus accessible en termes de coûts et de fonctionnalités. On peut prendre par exemple Airbnb, qui propose une nouvelle expérience d'hébergement de courte durée et qui est une alternative aux hôtels. L'innovation radicale, c'est un nouveau marché. Elle consiste à proposer un produit totalement nouveau et créer ainsi un nouveau marché, comme par exemple Nespresso, qui n'a pas remplacé le café filtre, mais créé un nouveau mode de consommation. Donc, l'innovation, au final, c'est un outil au service des objectifs stratégiques de l'entreprise. On peut se demander comment une organisation parvient-elle à rester innovante sur la durée. Il y a un grand nombre de chercheurs qui estiment que les entreprises innovantes présentent au moins 2 caractéristiques. Elles élaborent sur la durée une véritable stratégie d'innovation. Elles alignent leur stratégie d'innovation sur leur stratégie globale. Ces entreprises, donc, qui sont innovantes, considèrent l'innovation non comme un objectif, mais comme un moyen privilégié d'atteindre leur objectif stratégique. Plutôt que d'innover au coup par coup, elles mettent en œuvre un management, une organisation et des ressources qui sont dédiées à un effort d'innovation permanent. Plusieurs enquêtes internationales conduisent auprès de 1000 entreprises disposant de plusieurs et de budgets importants et de R&D. Global Innovation 1000, Barry Jaselski, Price Waterhouse-Coopers démontrent que les entreprises les plus alignées sur leur mission stratégique innovent davantage que celles dépensant le plus en R&D. Les différentes stratégies d'innovation. L'étude mondiale menée par Price Waterhouse-Coopers identifie 3 stratégies d'innovation dominantes. La stratégie des need skissers, qui adopte environ 25% des entreprises. La stratégie des marker readers, suivie par 40% des entreprises.
et celle des technology drivers par les 35 restants. La stratégie des need skitters est basée sur l'anticipation du marché. Elle s'attache donc à détecter les nouvelles attentes pour être le premier à y répondre. Elles exigent un dialogue constant avec le client afin de tester, améliorer les différentes versions de l'offre depuis la sélection et le développement jusqu'à la commercialisation du concept. Elle requiert vraiment une fine observation et une excellente analyse comportement des utilisateurs finaux, s'appuyant sur une culture d'innovation ouverte. Elle nécessite de bien comprendre les tendances du marché et d'identifier les technologies émergentes. La stratégie suivante ici se concentre sur les attentes des clients existants pour créer de la valeur par le biais de la personnalisation et de l'innovation incrémentale. Elle privilégie la posture de suiveur agile et rapide, dans la mesure où l'entreprise va surveiller le marché pour s'inspirer des nouveaux concepts. De la viabilité a été éprouvée. Cette approche impose une sélection pertinente des innovations correspondant à la demande du marché. Appliquer la stratégie du market reader implique la capacité d'intégrer ou de développer rapidement de nouvelles stratégies au moyen d'une coordination interne qui doit être efficace. Et pour la dernière stratégie, elle exploite intensivement l'expertise technologique et la R&D interne en vue de développer des innovations radicales et incrémentales, privilégiant l'excellence technique de l'organisation. Elle mise sur la création de valeur, de nouvelles solutions développées pour générer la demande du marché. La stratégie de technologie driver met souvent en œuvre des techniques et des technologies inédites, allant au-delà des attentes expérimentées et exprimées par des clients et consommateurs. Compte tenu de la prise de risque induite par cette démarche, l'étape commercialisation est organisée avec une vigilance très particulière. Il y a des utilisateurs pilotes qui sont souvent mis à contribution avant la mise sur le marché. On peut se demander donc quelle est la stratégie la plus performante. Il y a une nouvelle étude qui a été réalisée, elle date un petit peu quand même, en 2014, par Barry Jaruzelski, PricewaterhouseCoopers, Proven Path to Innovation Success, et il a établi que la stratégie Need Skitters favorisait le meilleur alignement stratégique d'innovation et objectifs stratégiques de l'entreprise, conduisant à une meilleure performance financière. Elle serait d'ailleurs privilégiée par 40% des firmes de la Silicon Valley. Cependant, qu'est-ce qu'il en est en France ? Il semble que le crédit impôt recherche, dispositif fiscal de la R&D, incite davantage les entreprises françaises à opter pour la stratégie Technology Driver, adoptée par 60% d'entre elles. Or, les firmes qui s'avèrent les plus performantes ne développent pas toutes les capacités, mais prennent soin d'aligner leurs efforts d'innovation sur la stratégie globale. Le management de l'innovation. Un autre acteur de performance est à chercher du côté du management de l'innovation. En effet, le style de management s'avère décisif dans le succès d'une stratégie d'innovation. Comment encourager la créativité et la force de proposition parmi les collaborateurs si le management n'impulse et ne soutient aucune démarche de réflexion collective de co-création? On a des études comme celle de Lowe, Williamson et Wood en 2001 qui ont établi que selon les enjeux, l'innovation, les firmes performantes optaient pour 5 types de management. Le premier, c'est le chaudron. Il fait référence à un bouillonnement permanent. Le management du chaudron concentre l'énergie d'innovation au sein d'un petit groupe de leaders qui cherchent constamment à améliorer le business model de l'entreprise au moyen de nouvelles idées et de nouveaux projets. Ce type de management est adapté à une organisation plutôt souple, évoluant dans un environnement générant de nombreuses opportunités, des marchés à court terme, pour être fructueux. Le management du chaudron requiert une vision claire et partagée des changements à apporter à l'entreprise, ainsi que l'encouragement
des initiatives et des idées innovantes. L'escalier en spirale. Ce style de management privilégie l'amélioration continue et l'innovation incrémentale, focalisée sur le business existant. Cette approche itérative peut considérablement accroître la performance des produits et services de l'entreprise. Elle s'avère adoptée lorsque le marché existant est dynamique et que l'entreprise considère la satisfaction client comme prioritaire. Elle requiert une culture d'apprentissage et d'amélioration continue, ainsi qu'une forte autonomie des équipes dont les initiatives doivent être encouragées. On va maintenant parler du jardinier. Le jardinier, ici, il est question de favoriser l'expression des potentiels des collaborateurs, de tirer parti des compétences et des ressources internes dans un but créatif, pour innover au-delà du cœur du métier. Cette approche managériale s'impose dans le cas où le business existant va offrir un faible potentiel de croissance, exigeant un renouvellement radical de l'offre actuelle et ou, ce n'est pas une obligation, l'identification de nouvelles pistes de développement hors du cœur du métier. Pour fonctionner, ce type de management requiert une vision claire des forces, des atouts et des expertises internes que l'entreprise peut exploiter. Il est primordial d'instaurer un gouvernement flexible, facilitant l'identification et le développement rapide des idées à fort potentiel. On a Pac-Man. Alors, ce style de management s'apparente à celui du jardinier. Ils sont très similaires. Mais ils privilégient tout de même la croissance externe. Il s'agit d'investir dans des startups à potentiel avant de les racheter. On dit aussi avaler les plus performantes en vue de constituer un portefeuille de startups aligné sur la stratégie de l'entreprise. Cette démarche s'applique face à des marchés à fort potentiel, mais à faible visibilité. Elle exige une vision stratégique claire, une solidité financière et organisationnelle, ainsi qu'une R&D performante et robuste, en mesure de détecter les pépites dans l'écosystème des startups. Pour finir, on a l'explorateur. Cette approche managériale consiste à explorer le marché pour trouver de nouveaux relais de croissance et des innovations de rupture à potentiel. Elle s'adapte aux situations présentant un certain niveau d'incertitude, nécessitant un temps de réflexion et d'exploration. Pour fonctionner, ce style de management doit s'appuyer sur une R&D performante, ainsi que des moyens financiers et économiques permettant à l'entreprise d'accorder le temps nécessaire à la maturation de ses idées. Le choix du style de management sera donc en fonction de la stratégie définie par l'entreprise, de ses objectifs et du contexte global dans lequel elle évolue. Développer la créativité avec l'open innovation, l'innovation verte, l'innovation partagée. L'open innovation, ou dit aussi innovation verte, consiste à mener des projets d'innovation collaborative avec une variété de partenaires externes, comme des universités, des centres de recherche, des clients, des startups, des fournisseurs, des clusters, etc. En vue de mutualiser les expertises, les savoir-faire et forcément réduire les risques. L'intelligence collective, mise en action, potentialise la créativité et accélère l'identification de nouvelles opportunités. La démarche requiert toutefois de clarifier au préalable les règles de partage d'informations, des innovations de chacun et les enjeux de propriété intellectuelle associés. L'open innovation se pratique aussi au sein de l'entreprise et favorise une dynamique collective, tant entre les collaborateurs qu'entre les différents métiers en présence. Elle favorise l'enracinement d'une véritable culture de l'innovation parmi les équipes. Développer la créativité avec le design thinking. Le design thinking, quant à lui, se pratique en atelier co-créatif. Ça rassemble des équipes pluridisciplinaires mobilisées autour d'un projet collaboratif. Sa finalité consiste à aboutir de façon efficace et rapide à l'achèvement d'un produit ou d'un service. C'est inspiré des méthodes de travail des designers. Le design thinking s'appuie sur le prototypage des idées. Chaque idée
doit prendre forme et pour être mieux visualisé, être testé, amélioré, etc. Ceci a été développé à Stanford dans les années 80. Le design thinking s'appuie sur les attentes utilisateurs et la prise en compte des usages pour répondre à un besoin explicite ou implicite, ou développer une innovation. La démarche de design thinking recourt à l'observation et à la co-construction. Il s'agit, en outre, de faire réfléchir ensemble des utilisateurs ou des clients, des ingénieurs, des designers et des professionnels du marketing. La combinaison de ces compétences et points de vue va permettre d'examiner une problématique sous des angles différents et complémentaires. Cette réflexion concertée est un puissant levier d'innovation qui optimise la conception de solutions validées par ceux qui les utiliseront. On va voir le rôle de la veille stratégique dans l'innovation. Donc, mais d'abord, qu'est-ce que la veille stratégique? La veille stratégique consiste à surveiller en permanence l'environnement global d'une organisation pour anticiper les menaces et les opportunités. Elle s'exerce sur l'environnement concurrentiel, technologique, juridique, économique, politique, ainsi que sur l'image et la réputation de notre entreprise. Une veille stratégique continue va aider l'entreprise à atteindre un double objectif. Le premier, identifier les opportunités et relais de croissance. Le second, vérifier ses hypothèses d'investissement et développer pour conforter ses choix. Le processus de veille stratégique se fait en 5 phases. La définition des besoins de veille, l'identification et le recensement des sources d'informations fiables, internes et externes, le recueil de l'information, l'analyse, traitement de l'information et la diffusion de l'information. Ce qu'il faut se dire, c'est en 1, on définit les besoins, mais au regard des objectifs stratégiques de l'entreprise, que doit-on surveiller et à quelle fréquence? Qui a besoin de quelle information? En 2, quelles sources d'informations fiables, internes et externes va-t-on privilégier quand on recense les informations? Quel est leur niveau de fiabilité respective? Une fois qu'on a recueilli des informations, tous les collaborateurs peuvent accéder à ces informations utiles à l'entreprise. La collecte de renseignements de données doit être organisée et structurée. Une fois qu'on a traité et analysé les informations vérifiées, regroupées, hiérarchisées, les renseignements utiles et pertinents seront sélectionnés et classifiés en fonction de leur intérêt, plus ou moins stratégique, et de leur confidentialité. Ensuite, on peut diffuser l'information. Les informations valorisées sont alors transmises aux destinataires ciblés sous les formats appropriés au degré de confidentialité et de spécificité. Les outils d'analyse stratégique, tels que on a le modèle Pestel et la matrice SWOT, permettent de structurer les démarches et le périmètre de veille stratégique. Alors, je vous invite bien sûr à voir les vidéos faites à ce sujet, mais pour résumer, voici quelques définitions. Donc, Pestel, c'est l'analyse de macro-environnement de l'entreprise à travers 6 dimensions qui sont susceptibles d'impacter ses activités, donc politique, économique, sociale, technologique, environnementale et législative. Et SWOT, ça identifie les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui caractérisent l'entreprise et son environnement global. Donc, on a 7 missions dans la veille stratégique qui sont présentes ici. Mais voici quelques exemples. On peut planifier. Donc, ça permet d'étayer et soutenir la prise de décision lors de la planification stratégique à court et long terme. Et ensuite, on a un résultat souhaité, c'est favoriser et développer la pensée stratégique au sein de l'entreprise. On a obtenir un avantage concurrentiel, qui est d'améliorer la compréhension de l'environnement, identifier les opportunités et menaces, élaborer, conserver un avantage compétitif et le choix d'une stratégie. Ce que l'on a comme résultat, c'est une meilleure compréhension de l'environnement global qui permet un positionnement pertinent et la création d'un avantage compétitif. Ensuite,
on peut décider. Ça permet d'améliorer l'intelligence de l'entreprise et pertinence des décisions. L'acquisition d'informations stratégiques et leur exploitation en vue de renforcer la pertinence des décisions. Ce qui est important également, c'est de s'adapter au changement. Donc d'identifier et évaluer les tendances de fond et les facteurs de changement. Et le résultat, c'est une prise de conscience et une compréhension des évolutions de l'environnement pour favoriser l'adaptation et le maintien de la performance de l'entreprise. Ensuite, on peut innover. C'est le fait de soutenir l'innovation, qu'elle soit incrémentale, donc amélioration, ou de rupture, créatrice de nouveaux usages. L'acquisition de savoir-être, de savoir-faire, ou la création d'usages novateurs, améliorant les performances de l'entreprise ou valorisant le marché. Ensuite, on anticipe les évolutions et les tendances. Donc, on détecte les signaux faibles de l'environnement pour anticiper les changements majeurs et on a la détection en résultat précoce de changements et d'évolutions significatifs. On favorise pour entreprendre la formation, l'évolution et l'évaluation et la mise en œuvre d'une vision entrepreneuriale. Et en résultat, on identifie les opportunités de création d'activités. La nécessité d'une veille élargie et prospective. Donc, de nombreuses études indiquent que les entreprises les plus innovantes ne vont pas se limiter à une veille technologique, mais vont étendre leur surface aux concurrents, aux clients et aux tendances de leur secteur d'activité. En effet, les comportements d'achat sont plus en plus souvent influencés par des facteurs sociétaux, économiques ou environnementaux, voire politiques et juridiques. Les effets de mode, une fiscalité particulière ou une nouvelle législation peuvent autant pousser le consommateur à l'achat qu'à l'abandon d'un produit ou d'un service. En matière d'innovation, l'enjeu pour l'entreprise consiste non seulement à connaître les actions actuelles de ses concurrents, mais à anticiper également ces actions à venir. La veille à mettre en œuvre sera prospective, c'est-à-dire prédictive. Elle devra alors observer l'environnement stratégique, détecter les signaux faibles, c'est-à-dire les informations annonciatrices de changement, affectant sensiblement l'environnement, analyser les informations susceptibles de menacer la stratégie d'une entreprise. Il faut savoir qu'identifier et bien interpréter les signaux faibles, c'est une tâche qui est particulièrement délicate. Les signaux faibles sont des renseignements d'apparence qui sont anodines et souvent noyés dans une profusion d'informations, mais dont l'impact s'annonce significatif. Réduire l'incertitude par la veille, donc la veille stratégique bien menée, réduit les incertitudes et donc les facteurs de risque. Il y a un chercheur en psychologie, Gary Klein, qui évoque 5 sources d'incertitude complexifiant la prise de décision. Le manque d'information. Donc de ce fait, la méconnaissance d'un contexte ou d'une situation, c'est un facteur de risque. La défiance vis-à-vis d'une information jugée non fiable. L'information sans cohérence avec les autres informations disponibles. Le bruit ou l'infobicité, c'est-à-dire la profusion d'informations difficilement exploitables du fait de leur quantité. La difficulté d'interprétation lorsque l'information est particulièrement complexe. Donc, il faut savoir qu'en collectant des informations utiles, en leur donnant du sens, par une analyse et une contextualisation pertinente, la veille stratégique va pleinement jouer son rôle d'outil d'aide à la décision. Alors, quelques exemples d'axes de surveillance d'une veille dédiée à l'innovation. Alors, sachant que je vais en citer beaucoup, là j'en ai mis que 2. Mais l'innovation va se nourrir d'une veille à 360 degrés. Donc on a la veille concurrentielle tout d'abord. C'est l'outil de surveillance, c'est l'actualité des concurrents et des acteurs au marché. Les avancées technologiques, les innovations, les nouveaux produits et procédés de concurrents actuels, potentiels directs et indirects, les tarifs de la concurrence, la situation économique et financière des concurrents, les stratégies de recrutement et d'embauche réalisées par les concurrents, le changement intervenu,
dans l'organisation et la gouvernance des concurrents. La croissance externe, rachat, fusion, acquisition, les fournisseurs, partenaires et clients des concurrents. Comment trouver ces informations? Les sources sont les médias, les rapports d'activité, les bases de données des sociétés comme Diane, Orbis, etc., les blogs, réseaux sociaux, sites internet de concurrents, les sources informelles, par exemple un entretien avec un fournisseur, un client, un partenaire, un candidat, des réseaux professionnels, les job boards, Indeed, Météo Job, LinkedIn, Hello Work, Monster, etc., les sites carrières et annonces d'emploi de concurrents. On a la veille commerciale avec le client et prospect, les canaux de vente, les circuits de distribution, les fournisseurs, les sous-traitants actuels et potentiels. Donc, comme source, on a les médias, les sites internet des clients, prospects, fournisseurs et sous-traitants, les appels d'offres privés et publics, les avis des clients et des consommateurs, exprimés sur le forum réseaux sociaux. On a la veille économique. Bon, je vous laisse le lire, tout est ici. On a la veille de brevets, les brevets qui sont déposés par les concurrents au niveau de ce qu'il faut surveiller, les brevets déposés par les domaines d'activité de l'entreprise, les brevets déposés dans les technologies utilisées et ou développées par l'entreprise. Et comme source, on a l'INPI, qui est le site officiel, l'Office européen des brevets, OEB, l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, OMPI. On a la veille technologique, donc l'environnement scientifique d'entreprise et technologique de l'entreprise, l'état de l'art de technologie, les transferts technologiques, les partenariats technologiques conclus dans les domaines d'activité de l'entreprise. Donc, comme source, on a les médias, bien sûr, presse spécialisée et professionnelle, notamment les organismes de normalisation tels que l'AFNOR, le CEN, l'ISO, les bases d'essais climatiques, les thèses.fr, les bases de données qui sont spécialisées comme Science Direct, Web of Science, etc. ResearchGate, Google Books, Google Scholar également. On a la veille d'usage, donc les usages et comportements des clients et des consommateurs. Donc il s'agit de comprendre l'utilisation qu'ils font des produits ou des services, les tendances, les attentes et les besoins également. Donc pour ça, bon, forcément, il y a les médias, les prestataires d'études prospectives et marketing, les prestataires de veille et d'intelligence économique. On a le social media monitoring. Donc là, ce sont plutôt les avis et opinions exprimés par les clients, les consommateurs, l'opinion publique. Ils participent à connaître en temps réel l'image et la réputation de l'entreprise, de ses produits, de ses services, voire de savoir comment les clients et les consommateurs utilisent ce dernier. Donc pour ça, on a les blogs, forums de discussion, réseaux sociaux. On a la veille de crowdfunding. Donc là, ce sont les tendances d'innovation. Ça va recueillir des informations sur les projets innovants en cours et identifier les créateurs susceptibles de devenir des partenaires. Donc des sites de crowdfunding, on en a plein. On a Indiegogo, Kickstarter ou KissKissBankBank par exemple. La veille stratégique, ça alimente l'innovation. Donc l'entreprise n'existe que par rapport à son marché et à ses clients. En observant l'évolution des usages, des modes de consommation ainsi que la pratique de ses concurrents, une entreprise va nourrir sa propre créativité, voire réviser ses projets pour les adapter en temps réel au mouvement du marché. Donc, on l'aura compris, une veille stratégique permanente, ça contribue à l'acquisition et au développement de nouvelles connaissances, de nouvelles idées et de nouveaux savoir-faire. Donc, ça favorise la compréhension de l'environnement global de l'entreprise, facilite la prise en compte de nouvelles tendances, tout comme l'anticipation de nouveaux besoins. Donc, un exemple de mise en œuvre de veille au service de l'innovation, Smart Reality, c'est une start-up qui est conceptrice de solutions d'oculométrie pour le suivi et l'analyse des pupilles des utilisateurs. Par exemple, Hervé, son fondateur et directeur technique, va souhaiter identifier des marchés potentiels sur lesquels sa société doit se développer en priorité. Il pense que les entreprises qui utilisent la réalité virtuelle, ça pourrait offrir des bons débouchés à son entreprise. Toutefois, il lui faut lever ses incertitudes d'abord sur les opportunités réelles de ce marché et effectuer ses choix quant à la filière pour laquelle il va développer des applications spécifiques. Alors,
On peut hésiter entre plusieurs choix, bien sûr. Développer des applications dédiées aux jeux vidéo, aux visites virtuelles proposées par des agences, par exemple, immobilières. Ou, par exemple, des cours de conduite dans une auto-école, hein, tout simplement. Il va donc s'appuyer sur l'expertise de quelqu'un, on peut appeler Eric, qui est consultant spécialisé en veille stratégique pour l'aider à déterminer quel domaine d'application présente le meilleur potentiel commercial pour les solutions qu'il propose. Alors, Eric, il va réaliser une étude, ce qui est normal, d'opportunité afin d'identifier les applications les plus porteuses pour la technologie spécifiée développée par l'entreprise. Après avoir procédé à une veille à 360 degrés et donc tout analysé, les marchés, etc., ainsi que le contexte concurrentiel, technologique, commercial, etc., relatif à l'offre, Eric va présenter ses recommandations à Hervé. Donc le consultant identifie 2 filières potentielles qui peuvent être pertinentes pour les solutions qui vont être développées par la startup, le shopping virtuel par exemple, et la publicité mobile. Le consultant justifie ses recommandations sur la base de 3 arguments étayés par les informations de données chiffrées issues de son travail de veille. Donc par exemple, on a l'utilisation des technologies qui explose à l'heure actuelle dans les applications dédiées au marketing digital et à la publicité mobile. Très demandeuses de solutions day tracking, ces industries sont également en forte croissance et les technologies développées par l'entreprise répondent aux spécifications particulières des clients de ces 2 secteurs. La publicité mobile présente le meilleur potentiel en nombre d'opportunités et en accessibilité de marché. Un nombre croissant d'agences et d'annonceurs veulent mesurer leur audience et analyser le comportement des consommateurs. Est-ce qu'ils regardent les publicités? Combien de temps est-ce qu'ils la regardent? Quelles sont les zones chaudes, les plus regardées, et les zones froides, etc. En outre, ces agences publicitaires utilisent l'oculométrie de l'entreprise pour créer des formats publicitaires interactifs et immersifs, selon le mouvement des yeux de l'utilisateur. Si on regarde l'écran ou pas, une action se déclenche dans la vidéo publicitaire. Le marketing digital va donc étudier l'intégralité du parcours consommateur pour l'optimiser et souhaite également étudier l'expérience shopping. C'est comme s'il jouait à un jeu vidéo. L'environnement de vente virtuel, boutique, supermarché, pharmacie, etc. est reconstitué. Les participants ils circulent librement et sont stimulés par des communications, tête de gondole, bar à sushi, esthéticienne, visuel de marque, etc. Ces simulations vont permettre de mesurer et de comparer les comportements des clients face à 2 versions de merchandising qui peuvent être différents. Donc on peut avoir des préoccupations également. Donc Eric a aidé donc Hervé à identifier les meilleurs relais de croissance dans cet exemple à partir d'éléments objectifs. Et il lui évite de se lancer dans des démarches qui sont hasardeuses, à l'aveugle, uniquement basées sur ce qu'on pourrait qualifier d'une intuition. Ça réduit le niveau de risque. Si on doit conclure, donc pour l'OCDE, l'innovation est la mise en œuvre d'un produit, que ce soit un bien ou un service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode d'organisation dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. L'entreprise va pratiquer 4 types d'innovation. L'innovation incrémentale continue. Donc ça consiste à perfectionner un produit ou un service existant dans une logique d'amélioration continue. L'innovation adjacente, donc ça introduit un produit ou une technologie qui existe déjà sur un marché différent en lui attribuant un nouveau usage. L'innovation de rupture, disrupture, donc un produit ou un service déjà existant est proposé dans une version simplifiée, de moindre qualité, à un tarif inférieur, etc. Et l'innovation radicale, donc nouveau marché. On propose un nouveau produit qui n'a rien à voir avec les précédents. Donc les entreprises innovantes présentent 2 caractéristiques. Elles élaborent sur la durée une véritable stratégie d'innovation. Elles alignent leur stratégie d'innovation sur leur stratégie globale. L'étude mondiale qui est menée par PricewaterhouseCoopers va identifier 3 stratégies d'innovation dominantes. Les stratégies des needs
Shakers, qui sont basées sur l'anticipation du marché. Donc, elles s'attachent à détecter les nouvelles attentes pour être le premier à y répondre. Les stratégies marker readers, concentrées sur les attentes des clients existants pour créer de la valeur par le biais de la personnalisation et de l'innovation incrémentale. Et la stratégie de technology drivers qui exploite intensivement l'expertise technologique et la R&D interne en vue de développer des innovations radicales et incrémentales, privilégiant l'excellence technique de l'organisation. Ça mise sur la création de valeur, de nouvelles solutions développées pour générer la demande de marché. L'open innovation ou innovation verte va consister à mener des projets d'innovation collaborative avec une variété de partenaires externes, donc des clients, des centres de recherche, des universités, des startups, des fournisseurs, etc., en vue de mutualiser les expertises, le savoir-faire et réduire les risques. Donc on a aussi le design thinking qui se pratique en atelier co-créatif et rassemble des équipes pluridisciplinaires mobilisées autour d'un projet collaboratif. Et cela a été développé à Stanford dans les années 80. Le design thinking, ça s'appuie sur les attentes des utilisateurs et la prise en compte des usages pour répondre à un besoin. Alors ça peut être un besoin explicite ou non, et ça développe une innovation. Donc la démarche du design thinking recourt à l'observation et à la co-construction. Il s'agit donc de faire réfléchir ensemble des utilisateurs ou des clients, des ingénieurs, des designers ou des professionnels du marketing.